Bonjour, Maude Millier, je suis médiatrice scientifique de l'association Les Petits Débrouillards Grand Ouest et je vous propose une version commentée de la présentation en diaporama que nous avons présentée dans les ateliers de sensibilisation aux espèces introduites dans les ports de plaisance. Alors, quelques mots d'introduction pour vous situer le contexte de ces ateliers et l'objectif de cette démarche. Actuellement, donc, on propose ces ateliers à l'état de pilote dans le cluster Pegasis. Un cluster, c'est un regroupement de projets, et Pegasis est un regroupement de projets européens transmanche, c'est-à-dire entre des partenaires français et des partenaires anglais. Parmi ces projets, donc, vous envoyez les logos sur la gauche de la diapo, vous avez une douzaine de projets qui ont été regroupés, qui ont tous travaillé sur la Manche, et qui mélangeaient des projets scientifiques, des projets de développement économique, mais aussi des études sociologiques. Et le but de Pegasis, c'est de regrouper les résultats de ces projets pour les capitaliser, c'est-à-dire pour en tirer profit, afin d'améliorer la gouvernance de l'espace Manche. Donc le cluster Pegasis, il est porté par l'Université de Plymouth, et parmi ses partenaires, la station biologique de Roscoff, via sa tutelle l'Université Pierre et Marie Curie, et c'est la station qui nous a demandé à nous, les petits débrouillards, de participer à un certain nombre d'actions de communication et de médiation. Plus concrètement, on a proposé de réaliser ces ateliers parce qu'on a pu faire plusieurs constats au cours du projet Marinexus, qui est un projet scientifique qui maintenant est intégré donc, dans ce cluster Pegasis. Et Marinexus, c'était un projet scientifique qui a été mené de début 2010 à fin 2013 et piloté par la station biologique de Roscoff, avec des partenaires de Roscoff et des partenaires de Plymouth. Dans le projet Marinexus, l'une des grandes thématiques, c'était justement les espèces marines non indigènes, les espèces introduites. Et donc on a réalisé beaucoup d'animations, surtout auprès du grand public et des scolaires, sur ce sujet des espèces introduites, et on s'est rendu compte que le message passait très bien, que les gens étaient très réceptifs, très demandeurs d'informations sur ce sujet. Mais par contre, quand on nous posait la question cruciale de qu'est-ce qu'on peut faire contre ce problème, eh bien, tous ces gens n'avaient pas forcément un pouvoir d'action ou de prévention sur les espèces introduites parce que tous ne pratiquaient pas des activités maritimes. On s'est rendu compte en parallèle, puisqu'il y avait également beaucoup de travaux scientifiques dans les ports et auprès de plaisanciers, de gestionnaires de ports de plaisance, que c'était un problème qui était très très peu connu de ces publics, alors que justement ce sont des personnes qui sont à même de pouvoir vraiment faire de la prévention sur cette question, et donc que les ports sont des lieux qui sont vraiment à placer au cœur de la recherche et de la prévention. Donc ça avait du sens de proposer de recibler, de recentrer nos actions de sensibilisation envers ces publics qui, eux, peuvent agir face à ce problème. Alors voici le programme des ateliers standards. Bien sûr, pour cette présentation, nous allons nous concentrer sur les données générales concernant les espèces non indigènes, des éléments de prévention et également des éléments de perspective sur l'évolution de cette question en France. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, on va définir d'abord le terme d'espèce introduite. Une espèce introduite, c'est une espèce non indigène. Il s'agit d'une espèce qui a été introduite en dehors de son aire de distribution naturelle, actuelle ou passée, mais par une action humaine. Donc il s'agit d'une espèce qui est arrivée dans une nouvelle région du monde par un transport accidentel ou volontaire par les humains. Donc parmi les espèces introduites en milieu terrestre, il y a beaucoup d'exemples connus. On va trouver à la fois des espèces qu'on a fait venir volontairement à des fins d'agriculture, pour la chasse, pour la pêche, et également des espèces qu'on a fait venir, par exemple, à des fins décoratives pour décorer les jardins. C'est le cas par exemple de l'herbe de la pampa, qui est très répandue actuellement et qui est même localement invasive, on y reviendra. C'est une espèce qui est originaire d'Amérique du Sud. Alors bien sûr, au niveau de l'alimentation, énormément d'espèces ont été introduites. Pour certaines, c'est des introductions qui sont très très anciennes. C'est le cas par exemple de l'aubergine qui a été introduite au Moyen-Âge et qui est une espèce d'origine asiatique. Et puis, parmi les introductions involontaires, donc accidentelles, on peut citer par exemple le rat brun, le rat des villes, le rat d'égout, qui a été introduit donc, depuis la Chine et la Russie par le transport maritime au XIXe siècle. Donc il est présent actuellement sur tous les continents à l'exception de l'Antarctique. Quand on parle d'espèces introduites, on va rapidement arriver aussi sur la notion d'espèce invasive. Une espèce invasive, c'est en fait une espèce introduite qui devient
envahissante, proliférante. Et à cette notion va s'ajouter une notion d'impact de ces espèces invasives sur les écosystèmes et sur les espèces locales. Souvent, ces impacts vont être négatifs et souvent, ils vont s'accompagner d'impacts également sur les activités économiques. Une espèce introduite ne devient pas forcément invasive, mais quand on parle d'espèces invasives, il s'agit toujours d'une espèce introduite. Parmi les espèces devenues invasives, on peut citer par exemple la griffe de sorcière, qui est une plante originaire d'Afrique du Sud, qui prolifère donc sur les côtes bretonnes par exemple. Et puis en milieu marin, l'exemple le plus connu en Bretagne, c'est certainement celui de la crépidule, qui est un mollusque originaire d'Amérique du Nord. Alors, comment une espèce introduite devient-elle invasive et est-ce que toutes le deviennent? Alors bien sûr non. En fait, vous avez une toute petite minorité d'espèces introduites qui va devenir invasive. Pourquoi? Parce que la plupart d'entre elles, bon, les espèces sont introduites à travers le monde tous les jours, hein, mais la plupart d'entre elles vont rencontrer dans leur nouveau milieu des conditions qui ne vont pas leur convenir. Donc la grande majorité des espèces qui sont introduites, elles ne vont pas réussir à s'établir dans le milieu. Donc les scientifiques, ils ont pu établir une règle empirique, qu'on appelle la règle des dixièmes, c'est que vous avez uniquement 10% des espèces introduites qui vont réussir à s'établir. S'établir, c'est-à-dire réussir à se reproduire sans l'aide, sans l'intervention de l'homme dans leur nouvelle ère de distribution. Sur ces 10%, c'est-à-dire ces 100 espèces sur 1000 qui vont réussir à s'établir, vous en avez seulement 10%, donc seulement 10, qui vont se naturaliser, c'est-à-dire réussir à s'étendre, à étendre leur aire de distribution. Et puis sur ces espèces naturalisées, vous en avez de nouveau seulement 10%, c'est-à-dire une espèce sur 1000, qui va atteindre le stade d'espèce invasive, c'est-à-dire qu'on ne va pas trouver de limite naturelle à son expansion. Le problème, c'est que quand une nouvelle espèce arrive, quand elle est introduite, on ne peut absolument pas prévoir si cette espèce va devenir ou non invasive. Les facteurs qui vont faire que ces espèces passent d'un stade à l'autre sont multiples. Vous allez avoir une espèce qui va devenir invasive à un endroit et pas à un autre, à un moment et pas à un autre. Donc ce qu'on sait, c'est qu'il y a des facteurs qui sont, disons, des facteurs de risque. Quand une espèce a par exemple un très fort taux de reproduction, qu'elle n'a pas de prédateurs dans une nouvelle zone où elle est introduite et qu'elle va en fait être très tolérante par exemple aux conditions de changement du milieu, on va savoir que c'est peut-être une espèce à risque. Mais en aucun cas, il ne sera possible de dire « attention, celle-là va devenir invasive ». C'est extrêmement compliqué pour les scientifiques. Alors, quelle est la situation en milieu marin, et plus spécifiquement en France, en particulier en Bretagne? Alors, il y a un document vraiment de référence qui est disponible sur Internet en téléchargement. C'est un rapport qui a été rédigé par le groupement d'intérêt public Bretagne Environnement sur les espèces marines invasives et auquel ont participé beaucoup de scientifiques. Et donc dans ce rapport, vous avez en fait l'état des lieux des connaissances. Il faut savoir que pour le milieu marin, les connaissances sont beaucoup plus récentes que pour le milieu terrestre, tout simplement parce que c'est un milieu qui est étudié depuis beaucoup moins longtemps et qui est beaucoup plus compliqué à étudier. Ça demande plus de moyens techniques. Ce que ce rapport nous apprend, c'est que en France, vous avez 78 espèces marines recensées comme des espèces introduites. Ça, c'est pour 2010. Tout en sachant qu'il y en a certainement beaucoup plus, mais quand les introductions remontent à très longtemps, parfois plusieurs siècles, eh bien, les espèces se sont vraisemblablement fondues dans le milieu, et donc on les considère aujourd'hui comme des espèces locales. Donc ces 78 espèces qui sont connues comme étant des espèces introduites, ce sont des espèces d'introduction assez récentes. Parmi ces 78 espèces, vous en avez 74 qui sont présentes en Bretagne et 22 qui sont reconnues ailleurs ou ici comme étant des espèces invasives. On peut noter que ça représente une très grande diversité d'espèces. Vous allez trouver des algues, vous allez trouver des acidies, des crustacés, des éponges. C'est quelque chose de très varié. Et ici, par exemple, vous avez une photo d'acidie coloniale. Donc ce sont des animaux qui vivent en grand nombre comme ça et qui sont des espèces fixées. Alors la question bien sûr qu'on peut se poser, c'est mais comment voyagent-elles? Comment sont-elles introduites dans de nouveaux milieux pour ce qui est des espèces marines? Alors à l'échelle mondiale, vous avez
plusieurs grands vecteurs d'introduction qui sont maintenant bien connus, parce que les scientifiques disposent de plus en plus d'outils très efficaces pour pouvoir, dans pas mal de cas, retrouver l'historique d'introduction d'une espèce et retrouver son aire d'origine, avec des outils génétiques notamment, ça se fait par comparaison, un petit peu comme pour la police scientifique, et l'aquaculture apparaît comme un des principaux vecteurs d'introduction d'espèces à l'échelle mondiale. À l'échelle mondiale, ça représente entre 30 et 40% des introductions à peu près. Sachant que pour des pays comme la France, qui pratiquent beaucoup l'aquaculture et notamment l'ostréiculture, cette proportion est beaucoup plus élevée que la moyenne mondiale. Alors l'aquaculture, elle va se distinguer par des cas d'introduction volontaire, c'est-à-dire des espèces qu'on a introduites massivement et volontairement pour les mettre en culture. C'est le cas par exemple de la palourde japonaise ou de l'huître creuse, l'huître creuse d'origine asiatique, sur laquelle on peut s'arrêter une petite minute parce que c'est un cas assez intéressant. Alors l'huître japonaise, donc Crassostrea gigas, elle a été en fait introduite en France de façon parfaitement volontaire dans les années 70, depuis donc l'Asie. Et en fait, on l'a importée massivement tout simplement parce que l'espèce qui était cultivée auparavant pour les huîtres creuses, qu'on appelait l'huître portugaise, qui en fait n'était probablement pas du tout portugaise, mais elle aussi vraisemblablement d'origine asiatique, et bien cette huître portugaise, elle a été décimée par une maladie, et donc les stocks se sont complètement effondrés. Et pour remplacer donc cette espèce, on a fait venir pour la cultiver une espèce japonaise. Ce qu'il faut savoir, c'est que comme la plupart des espèces fixées d'invertébrés marins, c'est une espèce qui produit des larves qui sont, elles, planctoniques, c'est-à-dire qui sont libres dans l'eau et qui dérivent avec les courants. Donc on se doute bien que quand cette espèce va se reproduire dans les cages d'aquaculture, ces larves peuvent dériver au-delà des élevages et arriver à se fixer un petit peu plus loin. C'est comme ça que l'huître peut parfaitement établir, et qu'elle l'a fait, elle a établi des populations dans le milieu naturel, dans énormément d'endroits, et pas seulement en France, puisque, on peut le voir sur cette carte de distribution mondiale, vous voyez l'aire d'origine, donc au niveau asiatique, de l'huître creuse du Pacifique, et vous voyez en orange tous les endroits, non pas où elle a été simplement cultivée, mais les endroits où elle a pu établir des populations viables et autonomes dans le milieu naturel. Ça, c'est aller encore plus loin dans pas mal de régions du monde, puisque c'est une espèce qui est également connue, y compris en France, et on a des exemples très parlants en Bretagne, comme étant une espèce localement invasive. Alors ça, c'était pour les introductions volontaires, c'est-à-dire les espèces qu'on a ciblées pour les mettre en culture. Il faut savoir que l'aquaculture s'accompagne bien souvent de tout un cortège d'introductions qui, elles, sont accidentelles. C'est-à-dire que quand on fait venir une espèce pour la mettre en culture, surtout dans le passé, eh bien, souvent, on a introduit involontairement avec elle des espèces qui étaient, par exemple, collées sur les coquilles ou qui accompagnaient les paquets, par exemple, avec des algues qui étaient là pour tempérer les colis, ou alors certains prédateurs. Bien souvent, c'est des espèces qui étaient présentes à l'état microscopique ou sous forme juvénile, et du coup qui n'ont pas été repérées. Il faut dire aussi qu'à l'époque, on ne faisait pas forcément attention à ce genre de choses, et donc on a introduit en France tout un cortège d'espèces qu'on dit espèces associées, avec les transports, notamment d'huîtres, que ce soit des huîtres du Pacifique ou des huîtres américaines par exemple. Alors quelques exemples d'espèces associées qui ont été introduites. Le wakame. Alors le wakame, c'est un cas intéressant parce que c'est une algue brune qui a été dans un premier temps introduite accidentellement avec les premières arrivées d'huîtres japonaises dans le sud de la France, et dans un deuxième temps, donc plus récemment, on l'a fait venir et on l'a introduite cette fois délibérément, et en Bretagne notamment, pour la mettre en culture, parce que c'est une algue qui est cultivée en Asie et qui est utilisée en fait dans l'alimentation. On connaît également bien le cas de la sargasse, qui est elle aussi une algue asiatique qui est arrivée avec l'huître japonaise de façon parfaitement accidentelle et qui s'est complètement établie dans le milieu. On aura l'occasion de reparler du cas de cette algue également. Alors bien sûr, on a parlé de la crépidule, il faut savoir qu'elle aussi, au départ, sa première arrivée en Europe, c'est lié à des transferts internationaux d'huîtres. Alors pas d'huîtres japonaises, puisque c'est une espèce américaine, mais elle est arrivée en Angleterre suite à l'importation d'huîtres américaines. Et ensuite, elle s'est répandue dans le nord de l'Europe,
à la faveur de transferts de l'eau d'huîtres et aussi par le biais du transport maritime puisqu'elles se collent souvent sur les coques des bateaux. Et il faut savoir enfin qu'avec des huîtres, qu'elles soient américaines ou japonaises, on a bien sûr introduit accidentellement des prédateurs des huîtres et des prédateurs des coquillages en général, et notamment donc ici à gauche un gastéropode perceur américain et à droite un gastéropode perceur asiatique qui actuellement donc sont établis en Europe et qui justement affectent les élevages de coquillages puisqu'ils se nourrissent de mollusques. Alors un deuxième très grand vecteur d'introduction à l'échelle mondiale, puisque ça représente à l'échelle mondiale à peu près 60% des cas d'introduction, même si, comme on l'a dit, en France, l'aquaculture, elle tient une place plus importante, c'est le trafic maritime. Et là, par le trafic maritime, vous avez deux voies d'introduction. Les introductions qui sont liées au transport d'espèces par les eaux de ballast. Il s'agit de pomper de l'eau de mer dans des réservoirs dans les grands bateaux de commerce pour stabiliser le bateau quand il fonctionne en ayant une cargaison qui n'est pas complète. Et donc, en pompant ces eaux, on va se retrouver à pomper également du plancton. Et dans ce plancton, vous allez retrouver certaines espèces qui vont pouvoir survivre à plusieurs semaines de voyage, soit des espèces adultes qui sont planctoniques toute leur vie, soit des espèces sous forme de spores d'algues, de larves d'individus d'espèces fixées. Et donc, elles vont pouvoir soit se fixer dans les ballasts, et se reproduire, soit survivre pendant plusieurs semaines à l'état de larve et être déversées au port d'arrivée, et une fois arrivées, pouvoir se fixer, s'installer et constituer des populations parfois viables. Et puis deuxième mode d'introduction lié au trafic maritime, c'est le fooling, donc le développement d'organismes vivants sur des objets immergés, comme des coques de bateau par exemple. Là vous avez un exemple avec un très grand nombre d'acidies qui sont fixés sur la coque du bateau, et on a fait un agrandissement sur une espèce qui est une espèce asiatique, là encore, avec une acidie plissée, qui a été, elle, introduite en Europe très vraisemblablement par un phénomène de fooling sur des bateaux, et notamment des bateaux militaires qui revenaient de la guerre de Corée, et qui auraient donc introduit l'espèce au Royaume-Uni. Alors pour le trafic maritime, il faut distinguer en fait deux types de transport, d'introduction. Vous avez les introductions primaires, c'est-à-dire depuis un continent ou un autre océan vers une nouvelle aire d'arrivée, et ça bien sûr c'est lié au trafic international, donc le commerce par les cargos, les pétroliers, et là vous avez à la fois l'impact des eaux de ballast et du fooling, et puis vous avez ensuite une dissémination qui se fait à l'échelle plus locale et régionale, et dans laquelle sont impliqués en fait tous les types de navires, donc les embarcations de pêche, de commerce, et bien évidemment la plaisance. Donc la plaisance, c'est un mode d'introduction secondaire qui va participer à la dissémination des espèces qui sont arrivées d'ailleurs via le transport international. Alors on connaît aussi d'autres vecteurs d'introduction, ça concerne un moins grand nombre d'espèces. Il y a le transfert d'espèces entre plusieurs aquariums, la vente d'espèces d'aquariologie également. On connaît bien l'exemple de Colerpa taxifolia, qui est une algue qui a été introduite accidentellement en Méditerranée suite à un rejet de l'aquarium de Monaco. Tout ce qui est opération de déplacement de structures immergées qui sont touchées par du fooling, si elles n'ont pas été nettoyées, ça peut également introduire de nouvelles espèces, donc tout ce qui est ponton, structures de plateformes pétrolières, etc. Les transports d'espèces vivantes pour la recherche internationale, ça peut également être le fruit de rejets dans le milieu. Et puis le commerce d'appâts vivants pour la pêche, c'est quelque chose qui est avéré également comme étant une source d'introduction potentielle. C'est par exemple ce qui est arrivé au crabe vert. Alors le crabe vert, c'est une espèce européenne, une espèce parfaitement locale sur nos côtes. Par contre, comme c'est un très bon appât pour la pêche, vous le savez peut-être, ça fait des années qu'il est commercialisé sous forme vivante un petit peu partout à travers le monde. Et bien sûr, à la fin d'une partie de pêche, de temps en temps, on ne veut pas s'embêter, on jette par-dessus bord le reste de ces appâts. Et bien, à force, les crabes verts ont pu établir des populations sauvages dans pas mal d'endroits du monde, et notamment en Amérique du Nord, où ils ont pu s'installer dans le milieu, à tel point qu'à l'heure actuelle, ça fait partie des espèces considérées comme les plus dangereuses invasives des côtes américaines. Tout simplement parce que le crabe vert est très vorace, et il s'attaque aux coquillages, aux bivalves, et donc il fait des ravages dans les élevages et dans le milieu naturel là-bas. Alors, quels sont les impacts de ces espèces ? On va distinguer justement, quand une espèce devient invasive, plusieurs types d'impacts possibles.
On a parlé d'impact sur les espèces locales par des phénomènes de compétition pour l'espace ou pour la nourriture, par exemple. Ces espèces introduites, elles peuvent aussi avoir des comportements de prédateurs vis-à-vis de certaines espèces locales. Elles peuvent introduire des maladies ou des parasites, ou encore elles peuvent s'hybrider avec des espèces locales, ce qui représente en fait potentiellement un appauvrissement génétique. Il peut également y avoir des effets sur les habitats, par exemple une modification du type ou de la qualité des fonds. Vous avez un fond de vase qui peut être remplacé, par exemple dans le cas de la crépidule, par un fond dur, ce qui va changer les peuplements. En cas d'espèces invasives très proliférantes qui peut générer beaucoup de déjections, comme les huîtres ou les crépidules, vous allez avoir un envasement, une turbidité très importante de l'eau. Ça peut perturber des espèces sensibles à la qualité de l'eau. Donc d'une manière générale, le danger associé, c'est un déséquilibre de l'écosystème et une homogénéisation des peuplements, donc une perte de biodiversité au profit d'une espèce ultra dominante. Et puis bien souvent, on va trouver aussi des impacts sur les activités économiques, qui sont souvent négatifs, c'est pas toujours uniquement négatif, mais c'est souvent le cas. On pense bien sûr donc à des effets négatifs sur la pêche et sur l'aquaculture, via par exemple le fouling, le fait que certaines espèces se fixent sur des structures comme les cages d'aquaculture ou les engins de pêche, ça va parfois boucher des conduites, boucher des cages d'aquaculture, déformer des structures en les alourdissant. Ça va affecter certaines espèces locales qui sont exploitées par la pêche ou par l'aquaculture. Là, vous avez l'exemple de la coquille Saint-Jacques, qui est souvent un peu colonisée par des crépidules. Ça augmente le temps en fait, de nettoyage. Ça va également affecter potentiellement la navigation, puisque ça va pouvoir bloquer des circuits, recouvrir des coques de bateaux qui vont avoir besoin d'être nettoyées plus souvent. Ça va freiner les bateaux et donc occasionner des surconsommations de carburant. Ça va se prendre dans les hélices pour certaines algues ou pour certains animaux. Et puis tout ce qui va être structure immergée, les structures portuaires, les piliers de plateformes pétrolières, les structures de production d'énergie immergées vont être dégradées, recouvertes par les espèces qui pratiquent le fouling. Alors ça, on a pu le chiffrer, en tout cas pour certains pays qui ont un petit peu plus de recul que la France sur la problématique des espèces non indigènes, par exemple le Royaume-Uni, on estime qu'au Royaume-Uni, le coût lié à ces espèces non indigènes serait chaque année équivalent à 50 millions d'euros. En France, on a un petit peu moins de chiffres. Par contre, le GIP Bretagne Environnement a pu estimer que le coût lié à l'introduction de la crépidule, qui remonte au XIXe siècle, donc depuis son introduction, ce serait un coût de 28 millions d'euros quand même. Alors, comme on l'a vu, les porcs, ce sont des têtes de pont pour la dissémination et l'introduction des espèces introduites. Et justement, dans le projet scientifique Marinexus dont on parlait, il y a eu une grande part d'études menées sur ce sujet par des équipes franco-anglaises qui sont allées sur le terrain, sur et sous les pontons, et qui ont également travaillé sur les coques de bateaux au moment des carénages, donc en partenariat étroit avec les personnels des ports et les plaisanciers, et qui ont étudié ces phénomènes de fouling. Et donc dans le sud-ouest de l'Angleterre et dans le nord Finistère, il y a des ports qui ont été des sites d'études, et les opérations qui ont été menées, c'est par exemple ce que vous voyez sur la photo, des immersions de surface de colonisation potentielle qui ont été immergées, qui ont été récupérées un an après pour étudier quel type d'organismes s'était collé dessus, les dénombrer et identifier quelles étaient ces espèces et quel était le pourcentage d'espèces non indigènes parmi elles. Donc les résultats sont assez parlants. On a pu établir qu'en moyenne, dans les ports de plaisance, il y avait à peu près 30% d'espèces qui étaient des espèces non indigènes. C'est un pourcentage qui est beaucoup plus élevé que ce qu'on va pouvoir trouver dans le milieu naturel, c'est-à-dire en dehors des ports. Et puis sur chaque bateau, au moment du carénage, on a dénombré une moyenne de 3 à 4 espèces non indigènes par bateau. Donc ça montre bien à quel point les ports, ce sont des lieux à prendre en compte de façon privilégiée, que ce soit pour les études des espèces introduites, mais aussi pour la prévention. Et justement, la question logique qui nous vient, c'est est-ce qu'on peut lutter, comment on peut lutter contre les espèces introduites? Alors là, les experts s'accordent sur le fait que ce qui est décisif, c'est la surveillance, la prévention, et quand on le peut, une réponse rapide. Alors, le premier réflexe, c'est quand une espèce introduite arrive, est-ce qu'on peut l'éliminer avant qu'elle s'installe ou qu'elle se répande? Des opérations d'éradication, il y en a eu. Il y en a eu notamment en Australie, il y en a eu au Pays de Galles récemment également. Et ça a permis de comparer, par exemple, différentes méthodes d'éradication. On a testé, par exemple,
des opérations de confinement, donc en fermant complètement de façon étanche un port et en passant un traitement chimique pas du tout sélectif de l'eau de Javel. Et donc on se doute bien que là, tous les éléments vivants sont visés. On a également appliqué des choses plus ciblées sur toutes les structures immergées, donc des techniques d'encapsulage par des bâches, en fait des revêtements qui vont bloquer totalement l'accès à la lumière et à l'eau fraîche. Donc ça, que ce soit pour les plantes privées de lumière ou pour les animaux qui sont privés d'eau fraîche, donc privés d'oxygène, privés de nourriture, ça va opérer en fait un étouffement de ces organismes vivants. Et bien sûr, pour les structures qu'on peut sortir de l'eau comme certains pontons, eh bien, on va pouvoir opérer également une destruction manuelle. Donc on connaît effectivement des cas d'éradication mis en place très très tôt, c'est-à-dire que dès que l'espèce a été signalée, on a mis en place une opération d'éradication et dans ces cas-là, il est arrivé que ça fonctionne. Mais il faut se rendre compte que ce sont des opérations qui sont extrêmement rares, extrêmement coûteuses et que le résultat de ces opérations n'est jamais garanti. En milieu marin, c'est quand même particulièrement compliqué parce qu'il faut pouvoir confiner votre milieu pour pouvoir appliquer un traitement. Et ça, rien que ça, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. D'une manière générale, on sait, et les scientifiques l'attestent, quand une espèce est déjà bien établie, ou qu'elle est en phase d'expansion, ou encore pire, qu'elle est déjà invasive, c'est extrêmement compliqué, voire impossible, d'envisager une éradication qui puisse fonctionner. Donc, l'essentiel de la lutte s'oriente vers la prévention. Et pour la prévention, pour les porcs, ce qui commence à se développer de plus en plus, ou qui est en cours de projet ou en cours de test, ce sont notamment des structures qui vont permettre de limiter ou de ralentir le phénomène du fouling. Et par exemple, ce que vous voyez à gauche, ce sont des pontons à flotteurs tournants, rotatifs. Donc le principe est assez simple, on va régulièrement changer la surface qui est immergée pour la sortir de l'eau et exposer les organismes fixés à l'air libre pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines, ce qui va bien entendu les détruire. Donc ça c'est quelque chose qui est en phase de test au Pays de Galles. Ce que vous voyez à droite de la diapositive, c'est quelque chose qui est à l'état de projet, ce sont des pontons verrouillés. C'est-à-dire que le ponton principal va en fait rester bloqué en position marée haute, de façon à rester émergé au moment de la marée basse. Ça va réduire en fait la surface disponible pour les organismes et ils pourront moins coloniser en fait de surface. Vous avez également un développement de structures un peu plus modulaires qui vont plus régulièrement être enlevées et pouvoir être nettoyées plus facilement. Le stationnement hors de l'eau, c'est également quelque chose qui se développe pour pouvoir limiter le fouling sur les coques de bateaux. On sait que les bateaux qui stationnent à quai et qui sont peu utilisés, ce qu'on appelle les bateaux ventouses, ils vont être beaucoup plus touchés par le fouling que ceux qui sont utilisés régulièrement. Le fait de favoriser un stationnement hors de l'eau, tout simplement un bateau hors de l'eau, c'est un bateau qui n'est pas colonisable. Donc on va soit réduire les surfaces de colonisation possibles avec des systèmes de parquage sur des radeaux, soit développer des systèmes de stationnement aérien. Une grande solution préventive qui reste incontournable, c'est le carénage, le nettoyage et l'anti-fouling sur les bateaux fait de façon propre, de façon à ce qu'il n'y ait aucun rejet à la mer et que les rejets soient entièrement collectés et traités. Ça c'est fondamental. Seulement, un certain nombre de ports ne vont pas pouvoir installer des aires de carénage pour des questions d'espace, de coût, de lourdeur des travaux. Et donc il y a un certain nombre de solutions alternatives qui se développent, qui sont des solutions temporaires, comme l'application de tapis qui forment des couches filtrantes de récupération et de filtration des rejets. Vous avez des systèmes flottants, donc des aires de confinement qui fonctionnent avec une sorte d'ascenseur pour pouvoir, en fait, comme une station de lavage, accueillir les bateaux sur une aire confinée pour pouvoir nettoyer et récupérer les déchets. Et puis vous avez des systèmes de traitement à terre mobiles, donc du carénage sur remorque de carénage, des remorques parapluies avec une bâche qui va récupérer les rejets. Donc ça, ce sont des solutions qui permettent généralement d'aller assez vite, qui représentent un coût limité et qui vont pouvoir être installées uniquement pendant certaines périodes, ce qui peut permettre de soulager un petit peu les ports pendant les saisons de carénage. Alors pour les plaisanciers, il y a un certain nombre de mesures qui sont connues comme étant efficaces et qui sont appliquées ou recommandées déjà à l'étranger. Rien de révolutionnaire, encore une fois, mais par contre, c'est des choses qu'on n'a pas forcément à l'esprit. Alors la première, c'est qu'un bateau, il est d'autant moins colonisé qu'il est utilisé régulièrement. Si un bateau stationne longuement au port, il va plus vite être touché par le fouling.
Donc la première recommandation, c'est de pouvoir surveiller l'état du fouling sur sa coque et d'éviter de sortir avec le bateau si ce fouling est visible à l'œil nu, sans procéder avant à un nettoyage adapté. Parce que là, on va avoir des espèces qui ont probablement atteint la maturité sexuelle et qui vont pouvoir aller se reproduire dans de nouveaux ports si le bateau fait des sorties. On en vient bien entendu au nettoyage, donc le carénage, nettoyage et application d'anti-fouling, ça reste une solution qui est efficace du moment qu'elle est appliquée de façon adaptée et de façon régulière. On préconise un minimum d'une fois par an. Alors bien sûr, ça a un coût, mais c'est quelque chose d'efficace. Et bien sûr, il est absolument fondamental que le carénage soit réalisé sans aucun rejet à la mer, avec collecte de tous les rejets et traitement de ces rejets. Parce que tout simplement, toutes les espèces vivantes qui sont décollées de la coque, un certain nombre d'entre elles vont pouvoir survivre. Si vous les remettez à la mer, elles vont tout à fait pouvoir, pour beaucoup d'entre elles, continuer à se reproduire et donc elles peuvent se propager et elles peuvent aussi coloniser d'autres bateaux, d'autres structures. Et bien sûr, même si ça se fait encore beaucoup, les carénages sauvages, bien qu'ils soient interdits, c'est un vecteur de dissémination avéré d'espèces introduites. Pour le nettoyage et l'application d'anti-fouling, on recommande aussi de faire particulièrement attention à certaines parties du bateau qui sont peu accessibles au nettoyage et à l'anti-fouling. Là sur le schéma, vous en avez beaucoup. On ne pense pas nécessairement à vérifier, à nettoyer et à appliquer de l'anti-fouling partout. Donc on a préidentifié en fait un certain nombre de zones qui sont des refuges à espèces fixées et donc à espèces non indigènes. Une autre solution, on en a parlé un peu plus tôt pour les ports, c'est que bien sûr, un bateau qui est moins souvent immergé va être moins colonisé par les espèces. Donc le fait de sortir le bateau de l'eau régulièrement, et notamment dans les périodes où il est peu utilisé, ça va vraiment faire une différence importante. Soit ça peut être un hivernage à terre, soit si le bateau est dans un port à longueur d'année, on peut aussi appliquer régulièrement l'échouage ou la station sur béquille pour pouvoir simplement exposer régulièrement la coque à l'air libre. Ça va suffire à limiter l'installation d'un trop grand nombre d'espèces sur la coque. Il y a également une possibilité qui n'est pas très connue, qui est de stationner régulièrement son bateau en eau douce. Parce que la plupart des espèces marines, et donc beaucoup d'espèces introduites, ne vont pas du tout supporter les salinités plus basses, et donc le contact avec l'eau douce. Pouvoir faire séjourner régulièrement, quelques jours ou quelques semaines, son bateau dans de l'eau douce, ça va occasionner un choc qui va déjà d'une part contribuer à détruire une partie des espèces déjà fixées sur la coque, et puis bien sûr, en stationnant en eau douce, vous allez vous prémunir contre l'installation de nouvelles espèces, puisque les espèces marines ne vont pas remonter en rivière. Vous avez quelque chose de tout simple, mais auquel on ne pense pas nécessairement non plus, c'est le fait d'éviter de laisser traîner des équipements superflus dans l'eau, parce que ceux-ci vont devenir des supports de colonisation pour le fouling et donc pour des espèces introduites. Le fait de laisser traîner des amarres, des pare-battages, parfois des annexes pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines, ça va offrir des surfaces de colonisation à ces espèces. Et si elles ont le temps, comme c'est le cas sur les photos, d'atteindre la maturité sexuelle, elles vont à leur tour devenir des pôles de dissémination vers les bateaux voisins et vers les structures immergées du port. Mais en plus, le fait de les laisser immerger, donc vous avez certaines espèces qui ont des structures calcaires, ça risque d'abîmer considérablement ces équipements. Enfin, donc, quelles sont les perspectives qu'on peut envisager pour l'évolution de cette question des espèces introduites en France en tout cas? Si on suit l'exemple de ce qui se passe dans d'autres pays comme le Royaume-Uni, on constate que ce sont des pays où il y a des campagnes de prévention qui sont de plus en plus actives, avec la distribution de dépliants, des sites internet d'information, donc des campagnes qui vont s'adresser plus particulièrement aux centres nautiques, aux plaisanciers et aux ports. Il y a également des plans de biosécurité marine qui sont mis à disposition pour les personnels des ports. C'est des documents qui vont permettre d'évaluer le risque d'introduction d'espèces selon la situation de chaque port et qui vont proposer des plans d'action pour limiter en fait les risques d'introduction ou de dissémination d'espèces pour chaque opération portuaire. À l'étranger, vous avez également des réseaux de surveillance qui s'appuient justement, entre autres, sur les personnels des ports et sur les plaisanciers. C'est-à-dire que les scientifiques vont aller former ces personnes, si elles le souhaitent, si elles sont volontaires, pour qu'elles puissent identifier certaines espèces introduites communes, reporter régulièrement leurs observations ou leurs photos pour pouvoir rendre compte de l'expansion de certaines de ces espèces, ou alors pour pouvoir repérer
l'arrivée de nouvelles espèces dans une nouvelle zone. Donc ça va permettre, ces réseaux de surveillance, de pouvoir, le cas échéant, mettre en œuvre des suivis ou parfois des mesures préventives ou des mesures d'éradication très rapidement. Et puis enfin, on peut noter qu'à l'heure actuelle, à l'échelle européenne, la réglementation évolue. Elle a longtemps été insuffisante en France sur ces questions d'espèces introduites. Et bien, récemment, donc on a vu certains pays évoluer de façon assez drastique, puisque depuis peu, en Écosse par exemple, c'est considéré comme un délit d'introduire une espèce non indigène, que ce soit de façon volontaire ou accidentelle, et c'est passible de sanctions financières. Alors, sans aller jusque-là, on peut s'attendre à ce que ça change aussi dans les prochaines années pour l'ensemble de l'Europe et donc pour la France, puisqu'il y a donc quelques semaines à peine, l'Union européenne a voté au mois de septembre une proposition de règlement relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes. Donc là, on peut penser que suite à cette décision, il devrait y avoir un certain nombre d'évolutions et de mise en place de procédures de prévention, de communication et de sensibilisation pour limiter les introductions et la propagation d'espèces non indigènes à travers les différentes activités maritimes. Je vous remercie de votre attention et j'espère que cette présentation vous aura apporté quelques éléments utiles dans votre pratique des activités nautiques.